Bienvenue à tous sur Public Sénat. On refait la séance, le débriefing des questions d'actualité de jeudi 30 octobre. Et pas mal d'annonces faites lors de ces questions d'actualité. On va parler de tout ça avec Roger Carucci. Bonjour. Bonjour. Sénateur UMP des Hauts-de-Seine. Il y a eu beaucoup d'annonces, beaucoup aussi de choses qui ont été dites. On va parler évidemment de cette réforme territoriale. Peut-être d'un mot quand même sur Bernard Cazeneuve qui a fait preuve d'une certaine émotion quand même dans l'hémicycle. C'était prégnant. Oui. Et je l'ai dit d'ailleurs avant ma question à M. Sapin, un ministre de l'Intérieur, c'est pas un punching ball. Et il a exprimé à la fois sa solidarité, sa compassion pour la famille de la victime, mais aussi le fait que dans une période où les forces de gendarmerie, de police sont remises en cause constamment, subissent des violences constantes et régulières, il a un rôle à part. Et c'est vrai que la manière dont certains parlent de lui depuis 24 heures ou 48 heures est une manière inadmissible. Et nous avons clairement dit dans l'hémicycle que nous trouvions et sa réponse et son attitude très dignes sur cette affaire. Vous pensez notamment à cette aile gauche, peut-être, qui va de Jean-Luc Mélenchon jusqu'au Vert? Oui, qui disent à la fois qu'il faut qu'il démissionne, qui envisagent quasiment de le traiter comme un quasi-délinquant. Bon, voilà, à un moment, il faut que ça s'arrête un peu. C'est bien quand même quand il y a un peu de consensus entre la droite et la gauche, notamment pour une affaire, évidemment, Simon, c'est une affaire très importante. Et alors, quand il s'agit de l'autorité de l'État, il n'y a pas d'élément où on se dit, moi je suis socialiste, moi je suis UMP. L'autorité de l'État, ça ne se partage pas. Le respect par les citoyens de l'autorité de l'État, c'est le simple fait que chacun ait droit à la sécurité. Les plus modestes comme les plus riches. Et si on veut que la sécurité soit garantie, il faut un ministre de l'Intérieur respecté. Voilà, et le ministre de l'Intérieur, c'est quelqu'un auquel on ne touche pas. C'est bien ça si on comprend votre propos. C'est pas qu'on n'y touche pas, s'il commet des fautes, bien sûr qu'il doit en répondre. Mais lorsqu'il y a un problème de ce genre, on a diligenté une enquête, on attend la fin de l'enquête, on ne lui jette pas des pierres, parce que jeter des pierres, c'est pas sur lui en fait qu'on jette des pierres. C'est sur la gendarmerie, c'est sur la police, c'est sur l'ensemble des forces de sécurité. Vous croyez sincèrement que dans ce pays, elles ont besoin de ça et qu'elles n'ont pas plutôt besoin du soutien de la population et des citoyens pour que l'ordre républicain soit assuré partout? Enfin. Un gendarme qui n'est pas sanctionné à l'heure actuelle, pour l'instant, parce que l'enquête, on ne la connaît pas. C'est plutôt normal que le directeur de la gendarmerie le dise maintenant? Que le directeur de la gendarmerie dise, dans l'état de ce que je sais, je ne sais pas tout ce qu'il sait, hein, l'enquête, on la connaît pour pas le encore, moment, bien sûr. Il n'y a pas de sanction. Nous verrons au terme de l'enquête. Bah oui, c'est normal d'attendre la fin de l'enquête et d'attendre de savoir exactement ce qu'il a été. Alors parlons un petit peu de cette réforme territoriale qui nous intéresse ici au Sénat, qui est en discussion. Et le Premier ministre, mardi dans l'hémicycle, il vous a tendu la main. Il vous a dit, si vous faites un effort, ben moi je suis prêt à le faire. Et le gouvernement et l'Assemblée, bref, tout est sur la table. Et ça n'a pas l'air d'être le cas, Roger Carucci, visiblement. Non, vous faites ça avec le sourire, mais je suis sûr que les Français qui nous regardent se disent, on en est où de cette réforme? Oui, non, mais parce que hier, le même Bernard Cazeneuve, à ma demande de dire est-ce que le gouvernement peut dire... Il a en charge, évidemment, ce projet. La réforme, on lui a demandé d'ouvrir un peu, notamment avant l'article 1, sur les compétences des départements, des régions, pour assurer un peu les collectivités locales pour l'avenir. Il n'a pas voulu le faire. Donc nous sommes un peu inquiets de ce que sera le deuxième texte sur les compétences. Sur le premier texte, qui est une ouverture sur la capacité de refaire une carte, oui, parce que le Sénat a intérêt à avoir une carte qui sera transmise pour la deuxième lecture à l'Assemblée. Mais enfin, est-ce que c'est ça l'ouverture? Non. Ce qu'on attend comme ouverture... C'est quoi votre ouverture? Mais non, mais ce qu'on attend comme ouverture pour le deuxième texte, et c'est l'incohérence d'avoir eu ce premier texte découpage de la carte avant les compétences, c'est qu'on nous dise, 1, que les départements seront maintenus, 2, que les intercommunalités en zone rurale ne seront pas forcées à 20 000 habitants, 3, qu'on pourra discuter réellement de régions stratégiques, de départements de proximité et de communes de plein pouvoir. Voilà ce que l'on veut. Si on ouvre là-dessus, on avancera tous ensemble. Alors André Valigny, le secrétaire d'État en charge de la réforme, viendra nous rejoindre dans quelques instants pour répondre à ces quelques questions. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est actuellement sur ce qu'on est en train de débattre sur cette carte. Visiblement, l'Alsace, ce matin, ça a posé un problème. L'Alsace reste l'Alsace seule et entière. C'est bien ça, si on comprend bien la position de la droite. Mais c'est une position qui a été actée par la commission spéciale et ce matin, le Sénat l'a validée. On va voir cet après-midi, il y a d'autres débats sur la carte. Mais sincèrement, sur la carte, à droite comme à gauche, on peut avoir des avis divergents. Mais le vrai sujet,
au-delà de la carte, qui compte bien sûr, c'est de savoir quels sont les pouvoirs des régions, quels sont les pouvoirs des départements, quels sont les pouvoirs des communes, et finalement... Et vous ne savez rien de tout ça finalement? Mais pour le moment, on a une prévision de texte fin décembre. On nous dit, on veut donner aux régions le transport scolaire, les collèges et tout. Est-ce que mais c'est de la folie. C'est de la folie. Mais je vais vous dire pourquoi. Moi, par exemple, je suis un élu d'Île-de-France, 12 millions d'habitants. Si on donne les collèges, ça veut dire qu'entre les lycées, les CFA, les collèges, la région Île-de-France va devoir gérer 2500 établissements scolaires. Vous croyez sincèrement qu'on va faire une gestion de proximité, une gestion affinée? Quand on gère 2500, ça va être en quantité et ce sera mal fait. En quantité mal fait, mais est-ce que ça fait Bien des sûr. économies? Parce que visiblement, ça a l'air d'être le but. Mais pas du tout. D'ailleurs, dans un premier temps, M. Vallini nous avait dit 10 milliards d'économies, puis après on nous a dit à un délai de 5 ans, puis peut-être à 10 ans, puis à terme. Mais il va venir nous répondre. Mais il n'y a évidemment pas d'économie à attendre de ce côté-là. Alors, il y a une autre ouverture de la part du Premier ministre, et là-dessus, je voudrais vraiment vous entendre, parce que pendant la campagne des élections municipales, on en a beaucoup parlé, c'est sur les rythmes scolaires. Je salue le ministre en charge de la réforme territoire, M. André Vallini, qui nous rejoint. On a évoqué quelques aspects évidemment du texte, notamment la carte. Là, j'avais une question sur les rythmes scolaires. Il a ouvert la porte. Et il laisse un fonds d'amorçage qui était censé être un amorçage. Alors, non, voilà, mais, évidemment, il met un peu plus d'argent sur la table. Un peu plus. Il met le même argent en disant que le fonds d'amorçage se poursuivra. Nous, ce que nous attendons, c'est d'abord, est-ce que ce fonds d'amorçage va être pérenne et c'est pas encore une année avant Monsieur le Bourreau, ou est-ce que ce fonds d'amorçage c'est plus un fonds d'amorçage si c'est pérenne. Ah ben non, mais la réalité, c'est que quand l'État impose des obligations nouvelles aux communes, aux collectivités, il serait normal et logique que ce soit l'État qui les paye. Parce que c'est quand même un peu facile de dire on va faire telle réforme, enfin, c'est pas nous qui payons. Les conditions ne sont pas réunies partout. Il y a des communes qui ont les moyens, il y a des communes qui ne les ont pas. Si vous leur dites il n'y a plus de fonds d'amorçage, il n'y a plus d'aide de l'État, on n'y arrivera pas. Alors André Vallini, je vous salue à nouveau. Merci de répondre en direct à nos questions et d'avoir ce petit débat avec Roger Carucci, parce qu'on parle beaucoup des compétences. Alors certes, il y a la carte. Visiblement, à droite, on nous dit la carte, bon, c'est la carte. Maintenant, ce qu'ils veulent, ce sont les compétences. Qu'est-ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ces compétences? On sait que la loi sera débattue en décembre. La loi est connue. En tout cas, le projet de loi a été adopté en Conseil des ministres le 18 juin, date historique à laquelle sera sensible le gaulliste Roger Carucci. Le 18 juin au Conseil des ministres, nous avons adopté 2 projets de loi. Le projet de loi sur la carte et celui sur les compétences. Donc tout est sur la table. Ce que souhaite faire le gouvernement est connu. Le transfert des compétences transport, collège, route vers les régions, tout ça est connu. Et bien sûr le développement économique, dont les régions seront les seuls responsables, les leaders sur leur territoire. Donc les compétences sont connues. Le transfert futur des compétences est connu. On va jusqu'au bout. Alors, voilà. Justement, M. Vallini, sincèrement, et là, on va essayer de faire comme s'ils n'étaient pas là. Mais est-ce qu'il n'eût pas été logique de dire, on débat sur les compétences, parce que le texte adopté par le Conseil des ministres est connu, mais ce n'est pas forcément celui qui sort du Parlement, par définition. Donc, est-ce qu'il n'eût pas été plus logique de dire, on fait le débat sur les compétences. On voit par exemple ce qu'on donne aux régions. Est-ce qu'on leur donne des compétences seulement stratégiques? Est-ce qu'on donne l'ensemble? Moi, je suis plutôt pour des compétences en matière d'économie et d'emploi. Mais à partir de là, et en fonction des compétences qui auraient été reconnues aux régions et de celles qui étaient laissées aux départements, on aurait pu bâtir peut-être des régions différentes. On aurait pu se dire, ou tel département aurait pu se dire, moi, vu les compétences données aux régions, j'ai plus intérêt à aller avec telle région. Là, on a fait les choses à l'envers. On fait d'abord la découpe et puis après on leur dit ben voilà ce que seront vos compétences. C'est pas très normal. Je pense que si on avait fait les choses dans l'autre sens, on aurait eu la critique inverse. C'est-à-dire qu'on nous aurait dit oui mais les compétences ça dépend du périmètre. Donc je pense qu'il fallait prendre le problème par un bout. On a pris le problème par le bout de la carte, si j'ose dire. Il y avait aussi un impératif constitutionnel, M. Carucci, c'est qu'il fallait que le périmètre des nouvelles régions soit connu au moins 1 an avant les prochaines élections régionales, qui devaient avoir lieu en 2015. Bien sûr. Voilà, donc il faut que la carte des régions soit connue avant la fin de l'année, et ce sera le cas. Sur les compétences, je le répète, elles sont connues, mais l'essentiel des compétences qui vont être attribuées aux régions seront d'ordre économique. Les régions vont devenir les leaders du développement économique, aide aux entreprises, à l'internationalisation, à l'innovation, formation professionnelle, l'ont déjà, l'apprentissage, les transports, tout ce qui fait l'attractivité d'un territoire. Tous les pouvoirs seront transmis aux régions. Pas tous les pouvoirs, tout ce qui fait l'attractivité d'un territoire, sa compétitivité notamment internationale, sera du ressort de la région. Ça, nous le savons et tout le monde est d'accord.
La droite comme la gauche, tout le monde est d'accord. Donc maintenant que l'on sait, maintenant qu'on est tous d'accord sur le fait de faire des régions les leaders du développement économique, Mais c'est pour ça que vous l'avez dit. on Vous l'avez peut dit, vous refaire n'êtes la pas carte. d'accord là-dessus. On peut Mais refaire la maintenant, carte. le train est en marche. d'accord sur le vous êtes développement d'accord. économique. Bien, puisque vous êtes Mais d'accord, là où faisons je ne une suis pas carte d'accord, en adéquation avec ça. En réalité, en parallèle, quand par exemple vous dites on transmet aux régions le transport scolaire, on transfère aux régions les collèges. Pardon de vous dire, moi je préside la commission des finances de la région Île-de-France. Je ne vois pas l'intérêt, sincèrement, et je suis un régionaliste fou, mais je ne vois pas l'intérêt pour la région Île-de-France de devoir gérer, en plus des près de 600 lycées et CFA, de devoir gérer les 2000 collèges. D'abord, on n'a pas la proximité nécessaire, on n'a pas le personnel, alors ça c'est autre chose. Mais vous l'avez pour les lycées. Oui, mais au-delà de ça, et la proximité. pourquoi voulez-vous que les collèges, alors sauf à dire que vous aurez enlevé tellement de compétences et de capacités au département, qu'après, si un jour vous voulez les supprimer, ils auront si peu de compétences qu'on pourrait Les le faire. départements, ils restent, si on comprend bien. Non, En tout cas, les conseils départementaux. Les conseils départementaux. Les conseils départementaux, qu'on appelle encore conseils généraux dans les provinces françaises, vont demeurer jusqu'en 2020 compétents en matière de solidarité sociale et solidarité territoriale. C'est le cœur après des compétences. 2020 On a le temps d'y réfléchir. Nous avons 5 ans devant nous pour y réfléchir ensemble, pour trouver la meilleure solution et pour adapter ces solutions aux spécificités de chaque président de conseil Oui, général, je suis toujours monsieur le conseiller ministre. général. Bon, mais vous savez bien que beaucoup de départements, quand ils ont des plans prospectifs, ils prennent des décisions, ils engagent des actions pour 5 ans, 10 ans. Si vous leur dites probablement en 2020, vous risquez de disparaître. Vous risquez de provoquer l'immobilisme dans un certain nombre de départements, parce que les gens se diront, si dans 4 ans, dans 3 ans, c'est plus nous, on ne va pas se lancer. Je vous concède que nous entrons dans une période de mutation, tout le monde en est conscient, y compris au niveau des communes, avec les fusions de communes. La loi commune nouvelle du président Pélissard, président UMP de l'AMF, l'Association des maires de France, sera débattue demain à l'Assemblée nationale, en même temps qu'une proposition de loi socialiste de Christine Pires-Beaune, députée du Puy-de-Dôme. Donc, au Sénat, à l'Assemblée, concernant les territoires, tout est en train de bouger, d'évoluer. Et les élus de droite comme de gauche, lorsqu'on est de bonne foi, et M. Carucci l'est aujourd'hui, je le remercie de la tonalité de ce débat. M. Carucci, comme tous les gens de bonne foi, à droite comme à gauche, savent que l'on doit faire bouger les collectivités territoriales en France. Il faut réformer le millefeuille, le simplifier, rationaliser les compétences pour aussi faire des économies budgétaires. Et ça aussi, tout le monde en convient. Et vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord sur la carte, on est d'accord ou pas? Mais la carte idéale n'existe pas. Elle n'existe pas. Je vais vous dire une chose. Monsieur Carucci sera sans doute d'accord avec moi. On aurait pris 6 mois de plus, 1 an de plus, 2 ans de plus. On aurait eu les mêmes problèmes. Non. En 1789, 1790, lorsque les constituants ont découpé les départements, ils ont fait ça en 6 mois. Personne n'était totalement d'accord. Le consensus, ça n'existe pas sur une carte. C'était peut-être pas exactement le même régime politique. Mais non, bon, c'était très démocratique, la constituante. Non, je ne parle pas de la terreur, la constituante. 1789, 1790. Dans un régime idéal, il eût fallu, mais je reconnais bien volontiers que ça n'est pas facile, il eût fallu dire, par exemple, à toutes les régions, vous avez 6 mois ou 1 an pour essayer de vous regrouper. Ça n'aurait rien changé. On aurait eu les mêmes débats. On aurait eu les mêmes débats. Et M. Carucci, il y a une chose qui est très intéressante. Et vous concluez, c'est que sur la carte régionale, les clivages passent à l'intérieur des partis politiques. Il y a des parlementaires du même parti, de la même région qui ne sont pas d'accord. Donc c'est aussi pour ça que c'est passionnant et intéressant. On dépasse les clivages partisans. Et c'est donc très difficile. Merci beaucoup. J'espère que vous garderez la carte du Sénat. On verra ça. Merci André Vallini, merci Roger Carucci. On va passer à un autre débat. À l'instant, évidemment, Bernard Cazeneuve a répondu dans l'hémicycle sur ce drame de Siemens. On l'accuse d'avoir un manque d'empathie. Écoutez ce qu'il disait. On m'a reproché encore ce matin de manquer de cœur et de ne pas avoir de compassion. Je suis devant la représentation nationale et je veux sur ces sujets m'exprimer en sincérité. J'ai, au cours des dernières années, eu à connaître des drames dans ma propre circonscription. Je pense notamment à l'attentat de Karachi où il y a eu 14 morts. J'ai conduit sur cette affaire-là des investigations loin des caméras, car on peut être dans la compassion sans être devant les caméras. Et lorsqu'un événement de ce type se produit et que vous êtes ministre de l'Intérieur, vous interrogez votre conscience et les choses au plus profond de vous-même. Vous essayez de trouver les mots justes et vous les adressez à ceux auxquels vous devez les adresser avec pudeur. Voilà ce que j'ai essayé de faire. Voilà comment j'essaie de me comporter face à cette épreuve pour la famille de Rémi Fraisse, qui est aussi, je veux vous le dire, une épreuve pour moi. Et je regrette que certains profitent de cet événement, non pas pour que la vérité l'emporte, mais pour faire de la politique en abaissant tout.
Voilà pour cette déclaration du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve sur ce drame de Sivas. On va en parler tout de suite avec Jean-Vincent Placé, président du groupe Europe Écologie Les Verts ici au Sénat, et Alain Joyandet, sénateur UMP de Haute-Saône. Merci de nous avoir rejoints, messieurs. Jean-Vincent Placé, je commence avec vous parce que le manque d'empathie, ça vient un peu de votre part, c'est dans votre bouche en tout cas. Il a réagi à ça, Bernard Cazeneuve, aujourd'hui. Il a fait montre d'empathie ou pas? Ben, pour être très franc, et j'assume, comme il le dit également, j'aurais préféré qu'il ait plus d'empathie et de cœur rapidement dès samedi et dimanche. Je vois, et c'est bien légitime, je partage totalement le sentiment de l'ensemble de la communauté française, des parlementaires pour notre sergent-chef hier tombé au Mali, Dupuis, et qui pour la France, pour la République, a combattu et est tombé au nom de la France. Ouais. Et évidemment, immédiatement, l'ensemble du pays est en deuil. Et quand je vois le temps, la distance qu'il y a eu pour avoir un mot, et heureusement que le président de la République, mardi matin, et je m'en réjouis, François Hollande a eu cette empathie et cette émotion et cette attention pour la famille. Donc il ne s'agit pas de faire, la polémique politicienne, mais voilà, il vaut mieux tard que jamais. C'est bien que cela a été dit tout à l'heure, mais effectivement, c'était bien tardif. Et d'autre part, le ministre, il l'a dit, compassion. Le président de la République a eu le mot aussi vérité et transparence. Cette vérité et cette transparence, nous l'attendons. Moi, je ne polémique pas. Il n'y a pas de polémique politicienne. Dans votre il y a camp, l'inspection oui. générale. Peut-être pas vous, mais il y a dans votre camp, oui. Je suis encore comptable de mes propres bien propos. Sûr, et l'inspection générale est saisie. Il y a eu un geste intelligent et adapté, c'est-à-dire le retrait immédiat de l'utilisation des grenades explosives. Donc j'en prends acte, c'est positif. Et puis par ailleurs, le rôle du ministre de l'Intérieur n'est pas de participer aux polémiques, y compris avec mes propres amis, dont je ne partage pas certains propos excessifs. Donc je suis très à l'aise. Mais la demande de démission de Noël Mamère, je ne la partage pas. Et quand je vois qu'il y a des réactions excessives, y compris du ministre de l'Intérieur par rapport à cela, c'est pas adapté. Je te souhaite que tout le monde garde ses nerfs. C'est valable pour mes propres amis et c'est d'autant plus valable pour celui qui est chargé de la sécurité des Françaises et des Français. Exactement, voilà, c'est ce que je voulais dire avec Alain Joyandet. Dans ce genre d'affaires, est-ce qu'il est bon de s'en prendre au ministre de l'Intérieur? Est-ce qu'il a commis une faute, le ministre de l'Intérieur, ou pas? Je crois d'abord que c'est un gâchis, parce que franchement, un projet comme celui-là ne mérite pas qu'un jeune de 20 ans trouve la mort. Alors bon, vous avez vu que l'opposition a été très responsable dans cette affaire. Je crois que la droite n'a pas hurlé avec les loups, n'a pas demandé la démission, mais je pense qu'on doit à la vérité aussi de dire qu'il y a quand même eu, c'est vrai, et Jean-Vincent Placé a un peu raison sur ce plan, c'est qu'il y a quand même eu un délai pendant lequel il ne s'est rien passé, pendant lequel il n'y a pas eu de déclaration. C'est ça que vous condamnez l'un et l'autre. Moi, je condamne cela aussi parce que autant, et bon, l'ancien ministre de la coopération que je suis, qui connaît bien l'Afrique, autant je crois que nous avons été exemplaires jusqu'au niveau du président de la République lorsque nous avons eu, hélas, des morts sur les théâtres extérieurs pour combattre les extrémistes. Autant là, pour ce jeune homme qui est mort en France sur une manifestation, je pense qu'il est vrai qu'il aurait dû y avoir dans les heures qui suivent des mots prononcés, mais je pense que ça ne vaut pas pour autant, ça ne justifie pas pour autant qu'on s'en prenne au ministre de l'Intérieur en lui demandant sa démission. Jean-Vincent Placé, je voudrais peut-être aussi vous entendre, là vous êtes d'accord, hein, oui. Évidemment, je voudrais peut-être vous entendre sur les mots très durs qu'a eu le président de la FNSEA, qui parle de djihadistes verts. Non, mais notre ami... On va où comme ça? Mais il est complètement irresponsable, je ne sais pas, il a des problèmes dans sa tête ou il a une élection interne, enfin c'est absurde de dire des choses comme ça. Enfin, il ne veut pas retirer ses propos, qu'est-ce que vous voulez faire? En plus, bon, il y a un sujet de fond, c'est-à-dire qu'il met en perspective, c'est intéressant, la question des politiques publiques menées, de leur contestation. Mais quand ses amis sont allés à Morlaix, incendier un centre des impôts et le centre de la mutualité sociale agricole, j'ai tenu des propos comme ça, moi, vis-à-vis des militants de la FNSEA. Et sur l'écotaxe, les transporteurs routiers qui voulaient bloquer tout le pays, est-ce que moi j'ai tenu des propos comme ça? C'est la violence qui est condamnable, là. Non. Dans les deux cas. C'est scandaleux de tenir des propos aussi stupides. Voilà. Et quand on dit les Khmers verts, les ayatollahs verts, mais enfin, de quel parti on parle comme ça? De quel parti on parle comme ça? Je dis que lui, ça pourrait être un nazi, comment il le prendrait si je disais ça?
C'est honteux. Vous vous Et donc, sentez je lui ai stigmatisé, demandé... les Verts? Non, mais moi, je ne cherche pas à être stigmatisé. J'essaie jamais d'être dans le Non. mirabilisme. J'essaie même, paraît-il, plutôt d'être en rapport de force, en puissance. Et vous faites de la politique. Parce que je fais de la politique. Mais moi, je lui demande des excuses et je demande le retrait de ses propos. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est n'importe quoi. Il dit il faut que le gouvernement soit couillu. Mais de quoi? Enfin, ça Alors, va. on va dans hein. des dérapages. Hein. C'est presque du n'importe quoi. Vous êtes d'accord, Alain Joyandet? Bien sûr. Faut parce que tout le monde se calme. Mais le gâchis, c'est pour notre pays, parce qu'il faudrait bien quand même enfin qu'on trouve une solution pour que lorsque des projets sont décidés en respectant les procédures, en respectant les lois. Et c'est le cas. Et c'est le cas, avec la concertation nécessaire. Je ne parle pas spécifiquement de ce barrage ou des choses pour lesquelles les agriculteurs peuvent être en colère, mais enfin, il faut quand même que dans une période de chômage, de déficit public, de manque de croissance, à chaque fois qu'il y a des projets, on ne peut quand même pas trouver des groupes de pression qui, avec un petit nombre, peuvent empêcher ce dont l'intérêt général a besoin. Mais alors, comment on peut C'est soutenir un vrai encore les sujet. manifestants? Les manifestants Moi, aujourd'hui, là-dessus, bon, qui sont à Sivan. J'ajoute, Jean-Vincent, que Ouais. je pense que la manifestation, c'est normal. Dans la paix, Est-ce c'est qu'elle doit indispensable. Est-ce que les manifestations violentes, parce qu'il y a quand même des manifestations violentes, Oui. doivent être tolérées sur notre sol? On parle des manifestants, mais on ne parle pas aussi des forces de l'ordre, dont un grand nombre, parmi eux, ont été blessés. Est-ce que c'est normal dans une république, quand un projet a été accepté par des assemblées Et maintenant qu'il est démocratiques, presque qu'il y suspendu. ait une telle violence? Est-ce que Voilà, maintenant et c'est qu'il est la presque violence suspendu, entraînant moi, la violence. je partage totalement les propos d'Alain Joyandet, qui c'est valable à Morlaix, c'est valable quand il y a des blocages très violents dans les axes de transport routier, c'est valable à Notre-Dame-des-Landes, y Exactement, compris c'est mes ce que je voulais vous propres dire. amis ont protesté quand j'ai dénoncé les excès de violence des manifestants anti-Notre-Dame-des-Landes. Je suis anti-Notre-Dame-des-Landes, ça ne justifie jamais la violence, et je suis aussi pour dire l'affection et l'amitié et le respect que je porte, notamment aux 58 gendarmes qui ont été blessés depuis plusieurs mois dans les différentes manifestations. Donc ça, nous sommes dernière question sur d'accord, ce point. nous sommes des parlementaires républicains. Après, sur le sujet des procédures, je crois que Ségolène Royal a apporté des éléments de réponse. Moi, j'étais vice-président au transport de la région Île-de-France, j'ai toujours voulu accélérer les procédures pour aller plus vite sur les bus et sur les tramways et sur Ce qui évitera les aussi des RER. nombreuses Donc vous manifestations voyez, en tout genre. je suis extrêmement à Est-ce l'aise. que maintenant Et que je le crois que projet c'est est ce presque débat-là. suspendu, monsieur Oui. Pressé, est-ce que les manifestants doivent partir, doivent s'arrêter? L'apaisement, j'ai eu la discussion, comme on dit, franche et amicale avec Thierry Carcenac, le sénateur président du Conseil général du Tarn, notre collègue, avant-hier, qui va suspendre, qui va demander au Conseil général demain de suspendre jusqu'à un jour prochain. Il veut peut-être pas qu'on dise inédié, mais parlons français. Et je crois qu'il faut aussi un apaisement, y compris par rapport aux entreprises, parce que bon, il y a des Donc pour les travailleurs. manifestants, vous leur dites stop? Et il y a mardi une initiative de Ségolène Royal que je salue de mettre en place toutes les parties prenantes, et notamment les experts qui ont fait un rapport d'expertise. C'est pas moi, hein, c'est l'inspection générale du ministère qui est un réquisitoire absolu par rapport au barrage et au montage financier, économique et environnemental. Donc stop les manifestations. Je veux juste vous... Tout le monde s'arrête. s'arrête. Oui, tout On le monde suspend, il n'y a plus de manifestation, l'ordre républicain s'instaure, le dialogue institutionnel et politique, et on essaie de trouver une sortie. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir participé à ce débat. On va aller sur un autre débat et qui pourrait aussi vous intéresser. On va avoir d'autres invités, notamment sur Ecomove, cette société sur l'écotaxe. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et je voudrais... C'est dommage. Mais oui, je voudrais... Un recul supplémentaire du gouvernement. Nous dit Alain Joyandet sur notre plateau. On va écouter tout de suite le ministre en charge des Transports, Alain Vidalies, secrétaire d'État, Alain Vidalies. Quelle est la position du gouvernement sur l'application ou non du contrat de PPP? Allez-vous vers une résiliation du contrat par voie contractuelle d'ici demain, 31 octobre? Parce que c'est demain, cette date résulte du protocole que l'État a signé cet été avec la société Ecomove. Allez-vous donc vers cette résiliation? Comment, en tout état de cause, financerez-vous cette résiliation? Le ferez-vous sur le budget transport? Voilà, mes chers collègues, des questions qui intéressent le Parlement, mais aussi tous les Français. Pour ma part, j'ai peur tout simplement qu'on assiste à un gâchis d'argent public à des seules fins politiciennes. Le gouvernement a décidé de résilier le contrat de partenariat conclu avec Ecomove le 20 octobre 2011. Dans la lettre de résiliation, il sera rappelé que des doutes ont été émis sur la validité du contrat initial au regard des exigences constitutionnelles qui s'imposent à l'État lorsqu'il confie à des personnes privées la gestion de certaines activités. Voilà, donc le contrat avec Ecomove
et résilié, même si l'État va payer à peu près 800 millions d'euros. Voilà pour ce débat. Jacques Mézard, merci de nous rejoindre. Président du groupe des radicaux RDSE ici au Sénat. Jean-Marie Bockel, sénateur de Mulhouse. Merci de nous rejoindre, signateur UDI, je tiens à le préciser. Ce sont les centristes ici au Sénat pour ceux qui ne savent pas. Peut-être un mot sur l'écotaxe. Alain Joyandet, tout à l'heure sénateur UMP, nous disait un recul de plus. Monsieur Mézard, d'un mot sur ce thème. On ne peut pas dire que ce dossier ce soit une réussite depuis le début. Il a quand même été voté unanimement et depuis un vote unanime sous la précédente majorité, on va de difficulté en difficulté à la suite des manifestations que l'on a connues. Donc on ne peut pas dire que c'est un bon résultat. Et puis surtout, les finances qui étaient attendues pour financer les infrastructures terrestres et ferroviaires, on n'a pas aujourd'hui encore la solution vraie pour pouvoir apporter ces financements. Mais l'État va payer. Oui, en attendant de voir un peu ce qui va se passer plus tard. Recul ou pas? Oui, bien sûr, et c'est très regrettable. Moi qui suis frontalier, je vois bien le report de trafic de camions qui, dans les pays où il y a déjà ce type de taxes, les évitent, passent par la France et viennent évidemment créer de la pollution. Et au niveau des infrastructures, comme l'a dit notre collègue, ça aurait été une bouffée d'air formidable dont nous avons besoin. Oui, il faut le regretter. D'accord. On va parler un petit peu de cette réforme territoriale aussi qui nous intéresse, mais aussi sur la question que vous avez posée, parce que quelque part ça se rejoint. C'est 300 milliards, pardon, excusez-moi, de ce plan de relance d'investissement français et européen. Ça se rejoint parce que finalement ça va toucher aussi nos territoires. Est-ce que vous avez été satisfait de la réponse formulée par Michel Sapin? Je crois qu'il est bon qu'il y ait une volonté du gouvernement français d'accompagner la proposition de l'Europe, du président Juncker, qu'il y ait 300 milliards sur l'investissement dans nos pays. Parce que nous avons besoin de redonner de la confiance et l'investissement est quand même le premier moyen de redonner de la confiance à nos concitoyens, à nos entreprises. Et ça concerne évidemment les territoires en premier lieu. Et ça concerne tous les territoires, ça concerne les entreprises, le privé, et elles ont besoin aujourd'hui, ces entreprises, d'avoir des financements et de pouvoir réaliser de grands projets sur l'énergie, sur les infrastructures. C'est pour nous une priorité. Oui, l'État L'Europe, ça vous intéresse beaucoup. Bien entendu, mais l'État français ne se sortira pas de ces contradictions tant qu'il n'aura pas fait la mère des réformes, j'allais dire avant même la réforme territoriale, qui est la réforme de l'État, et qui devrait permettre de faire les bonnes économies d'un côté, il y en a qui sont nécessaires, mais aussi de faire les bonnes dépenses, notamment d'investissement, et notamment sur nos territoires, qui sont 70% de l'investissement local, nos territoires, d'autre part. Alors on avait un débat tout à l'heure avec le secrétaire d'État, notamment M. André Valigny, qui est en charge de la réforme. Et il y avait Roger Carucci qui était là et on parlait de la carte, la fameuse carte. Ce matin, au Sénat, l'Alsace reste seule. Que dit le Mulhousien? L'Alsace ne veut pas s'isoler. L'Alsace est prête à innover. L'Alsace aurait été prête dans le projet initial à être avec la Lorraine. Mais le rajout, je dirais de manière subreptice, de la Champagne-Ardenne, cette trop grande région qui n'avait pas de sens. Eh bien, à partir de là, il y avait cette seule piste pour l'Alsace non pas de se préserver, mais de s'engager dans cette voie. Et je dois dire que ce matin, après un débat riche, et d'ailleurs Jacques Mézard, hier, l'a introduit de la meilleure manière, ce débat, avec la liberté qu'on lui connaît, eh bien, nous avons eu un soutien qui a été au-delà de tout ce qu'on pouvait attendre. Du gouvernement ? Non, je parle du Sénat. Du Sénat, parce que le gouvernement, visiblement, ne sont pas d'accord avec vous. Non, mais il se passe quelque chose en ce moment, c'est que le Sénat, et au demeurant, toute sensibilité confondue, c'est ce qu'il faut, est en train de retrouver son influence. On a entendu sur le terrain pendant tout l'été ceux qui étaient candidats, à quoi sert le Sénat. Et là, on a maintenant un Sénat qui se réaffirme. Eh bien, c'est le point de départ d'un dialogue avec le gouvernement et l'Assemblée. L'affaire n'est pas terminée. Monsieur Mézard. Mais oui, nous sommes contents ce matin. On va suivre ça pendant longtemps encore sur notre antenne sur Public Sénat. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation et bonne suite des programmes sur Public Sénat.